Bonjour Rima Abdulmalak. Bonjour. Un peu plus de 2 mois après les émeutes, vous lancez aujourd'hui une campagne pour faire venir plus de jeunes des quartiers dans les bibliothèques et les médiathèques. Comment vous comptez vous y prendre ? Oui, je crois énormément au pouvoir de la lecture pour se construire soi-même, se construire comme citoyen, pour se relier aux autres, pour ouvrir ses horizons. Et quoi de plus beau qu'une bibliothèque pour donner envie de lire ? Il y a 90% des Français qui ont une bibliothèque à moins de 10 minutes de chez eux, mais qui n'y vont pas forcément. Et on veut dire aujourd'hui que ces bibliothèques ne sont pas seulement des étagères avec des livres dessus, mais des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux où on peut emprunter parfois un instrument de musique ou jouer aux jeux vidéo. Et surtout, effectivement, il y a eu une 50aine de bibliothèques qui ont été incendiées, attaquées, vandalisées pendant les violences urbaines au début de l'été. Et voir des images de livres qui partent en fumée en 2023, ça rappelle les pires pages de notre histoire, c'est intolérable. Donc, comment vous expliquez que des jeunes comme ça s'en prennent ? La réponse doit aussi être culturelle. Comment vous expliquez que des jeunes s'en soient pris comme ça à des bibliothèques ? Je ne pense pas qu'ils ont ciblé particulièrement des bibliothèques ou qu'ils voulaient absolument brûler des livres. C'était une colère aveugle dans un déferlement de violence et les bibliothèques étaient sur leur chemin. Il y a aussi eu des quartiers où des habitants se sont mobilisés, ont pris des chaises, des tables et se sont mis devant ces lieux de culture pour empêcher qu'ils brûlent. Ils ont fait barrage de leur corps, donc je veux aussi leur rendre hommage. Mais effectivement, je pense que face à la violence, on a aussi un phénomène d'addiction aux écrans, à tous les âges, ce n'est pas uniquement les jeunes. On voit bien une perte de la concentration, une perte du vocabulaire, une perte des difficultés de communication. Et la lecture est pour moi un enjeu crucial pour lutter contre la violence. Juste sur les bibliothèques qui ont été brûlées, est-ce que l'État aide les communes à reconstruire ? Bien sûr, on sera à leur côté pour la reconstruction, mais cette campagne pour inciter les Français à s'inscrire en bibliothèque, à y aller, à les protéger, à les faire vivre, c'est aussi de dire, c'est pas uniquement les reconstruire, c'est les faire vivre, c'est d'y avoir des activités. Donc aujourd'hui, on lance 300 activités, animations, événements un peu partout en France dans les bibliothèques pour remobiliser autour de ce premier lieu de proximité, premier lieu d'accès à la lecture et à la culture. C'est déjà une manière de répondre à ces écrivains, acteurs du milieu de la culture qui signent une tribune dans le journal Le Monde et qui vous demandent au gouvernement d'agir pour la lecture et pour l'écriture. Oui, c'est lié. Écrire, lire, ça fait partie de la construction de la citoyenneté, de l'émancipation des individus. Avec Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, on va être très engagés, on l'est déjà. Par exemple, moi je tiens beaucoup au quart d'heure de lecture à l'école qui existe, qui a été lancé par une association qui s'appelle Silence on lit, que des recteurs nous aident à déployer dans tous les établissements scolaires. C'est s'arrêter 15 minutes par jour pour lire pour le plaisir. C'est un peu à rebours de tout ce qu'on faisait dans les écoles il y a quelques temps, où il y avait beaucoup d'écrans, il faut des écrans partout. Là, on a l'impression qu'il faut... On a aussi besoin des écrans, parce que le monde dans lequel on vit, et on doit se construire comme adulte aussi en sachant utiliser les écrans. Donc je ne suis pas en train de dire arrêtons tous les écrans, au contraire. Mais on a besoin aussi de moments de concentration, de lecture et de travailler notre imagination. Et ça passe par les personnages que les livres nous offrent. Pardon Rima Abdulmalak, j'essaie de comprendre comment concrètement vous allez inciter, je sais pas moi, un jeune qui tient les murs dans un quartier ou un guetteur qui gagne de l'argent juste en vérifiant si la police ne passe pas lors des trafics de drogue, à dire en fait... il faudrait aller à la bibliothèque. Comment vous arrivez à convaincre ces jeunes-là ? C'est en aidant les acteurs de terrain qui savent le faire. Les associations, les bibliothécaires, les artistes qui sont dans ces quartiers et qui savent aller parler à ces jeunes. Et c'est aussi en ouvrant plus ces bibliothèques. Plus une bibliothèque sera ouverte le soir, le dimanche, plus ces jeunes auront des possibilités de trouver des espaces de rencontres, de calme, de travail, de lecture, de musique. Et ça, j'y crois vraiment. On a mis en place un plan bibliothèque, on amplifie pour continuer à soutenir ces lieux. L'été prochain, dans moins d'un an, sont les Jeux Olympiques. Avec votre collègue du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous avez prévenu il y a quelques mois que les forces de l'ordre ne pourraient pas se déployer partout parce qu'elles vont être très occupées par les compétitions. Oui. Est-ce que vous avez prévu de faire annuler des festivals ? Non. Les Jeux Olympiques, c'est une fois par siècle. C'est un événement exceptionnel qui va faire venir en France 10 millions de visiteurs. Et évidemment qu'il faut sécuriser de manière exceptionnelle, parce que c'est hors norme, et donc la sécurisation sera hors norme. Et il était important de discuter avec les festivals. Alors je ne parle pas de tous les festivals de France, il y a 7000 festivals en France, je parle d'une vingtaine de festivals qui sont d'une ampleur telle qu'elles nécessitent une sécurisation spéciale. Donc cette vingtaine de festivals, on a engagé toute une concertation ces derniers mois avec eux, et aujourd'hui, ils ont modifié leur date à quelques jours près pour certains,
pour pouvoir eux aussi être pleinement sécurisés et que les festivaliers soient en sécurité quand ils vont au festival et pas tomber en même temps que les temps forts des Jeux Olympiques. Mais il y a quand même une incertitude concernant le festival Lollapalooza apparemment. Alors c'est le seul festival pour lequel on cherche encore Paris, une solution. Tous les autres ont confirmé leur date et leur lieu. Lollapalooza est en Île-de-France et on a 2-3 pistes sur lesquelles on travaille avec eux et j'ai bon espoir que dans les 15 prochains jours, on trouve une solution pour maintenir aussi Lollapalooza. Il y a aussi un autre problème, ce sont les salles, comme par exemple l'Accor Arena à Paris, le Paris La Défense Arena, tout ça, elles vont être mobilisées. Pour les épreuves, oui. Pour les épreuves, le syndicat national du spectacle musical estime la perte de chiffre d'affaires à plus de 160 millions d'euros. Ça se compense, ça ? Alors, ces salles ne sont pas que des salles de concert, ce sont des salles qui ont déjà accueilli aussi des événements sportifs, d'autres types d'événements. Les Jeux Olympiques, on sait depuis 2017 qu'ils vont avoir lieu et qui vont forcément mobiliser le Stade de France, des grandes salles comme l'Accor Arena ou d'autres. Donc, on échange évidemment avec les syndicats des producteurs pour discuter, trouver des solutions. Eux, ils vous demandent de compenser, tout ça avait été parce anticipé. que c'est un manque à gagner pour la filière musicale. Donc, est-ce que vous êtes prêt à compenser la perte ? Oui, mais les concerts pourront avoir lieu dans les festivals. Il y aura plein d'autres lieux où on pourra faire des concerts en France. Il y aura des tournées de grands groupes internationaux qui auront lieu cet été. À l'été vous leur dites 24. Trouver d'autres endroits, mais pas les salles de concert. Mais l'été 2024 va être aussi culturel que sportif. Il y a un autre exemple très emblématique à Paris, sont les bouquinistes, on en a parlé. Ils s'inquiètent parce que pendant notamment toutes les cérémonies d'ouverture, ils ne vont pas pouvoir être présents sur les lieux. Qu'est-ce qu'on fait ? Les bouquinistes, c'est l'âme de Paris. C'est vrai qu'on y est tous très, très attachés. Et pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui est une cérémonie absolument exceptionnelle, pour la première fois, elle sera sur la scène. Et effectivement, les bouquinistes, ça se pose aussi des questions de sécurité pour eux-mêmes, puisqu'il va y avoir des mouvements de foule peut-être. Il faut revoir avec eux leurs emplacements. Et la mairie de Paris leur a fait des propositions, notamment de créer un village des bouquinistes pour pouvoir vendre leurs livres anciens, leurs produits dans un lieu dédié sur lequel il y aura une communication particulière. Mais ils disent c'est pas pareil. Eux, ils vivent du passage en fait des touristes, des Parisiens. Oui, mais le jour même de la cérémonie d'ouverture et les quelques jours avant de préparation et de démontage quelques jours après, ça nécessite de s'adapter. Et je pense que dans le dialogue, j'ai confiance dans le fait qu'on va réussir et je serai vigilante pour que les solutions proposées par la mairie de Paris soient satisfaisantes. Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, vous restez avec nous. Dans quelques secondes, on va parler du budget qui est en préparation. C'est important, notamment pour votre ministère. Ce sera juste après le Fil Info. Maureen Suignard à 8h40. On compte déjà 9 morts de plus à Marseille par rapport à l'année dernière à cause du trafic de drogue. 42 morts depuis le début de l'année et 109 blessés. C'est une guerre commerciale qui se déroule, dénonce sur France Info la procureure de Marseille qui utilise désormais le terme de narcomicide. Elle précise que ce n'est pas son père. L'actrice Emmanuelle Béard confie dans un documentaire avoir été victime d'inceste dans son enfance, comme un adulte sur 10 en France. Si vous avez un doute, appelez le 119, dénoncez, ne laissez rien passer, réagit sur France Info la secrétaire d'État chargée à l'enfance. 22 ans de prison, condamnation la plus lourde aux États-Unis après l'assaut du Capitole il y a un peu plus de 2 ans. Peine prononcée contre un chef d'un groupe d'extrême droite qui avait répondu à l'appel de l'ancien président Donald Trump. Il contestait les résultats de l'élection présidentielle. Une vente exceptionnelle au Royaume-Uni aujourd'hui. 1500 objets ayant appartenu au chanteur Freddie Mercury sont en vente, notamment des costumes de scène, des paroles manuscrites et même un piano. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Avec la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, Elisabeth Borne a demandé à tous les ministères, à tous les ministres de trouver des économies. Vous, dans quelles dépenses allez-vous tailler ? Alors oui, chaque ministre est amené à chercher des redéploiements, des marges de manœuvre, notamment pour pouvoir financer la transition écologique. J'y tiens beaucoup parce que la culture a sa part à prendre aussi pour réduire l'empreinte carbone, par exemple des festivals, des grands musées, des grandes salles de spectacle. On y travaille aussi. Moi, j'ai fait des propositions de réduction sur mes crédits d'investissement, c'est-à-dire le décalage de certains chantiers ou le phasage différent de certains travaux. Et pour prioriser les travaux vers la transition écologique. Mais pour les crédits de fonctionnement du ministère de la Culture, qui sont de 4,2 milliards hors audiovisuel public, ce sont des crédits indispensables aujourd'hui pour poursuivre notre politique d'éducation artistique, de soutien aux artistes, de soutien au cinéma, mais qu'est-ce que de soutien aux salles. À plus tard, du coup ?
Non, mais là, on est encore en discussion. Le budget n'est pas finalisé. On n'a pas encore eu tous les arbitrages. Et ça sera fin septembre qu'on annoncera le budget. Alors, il est totalement exclu, par exemple, de tailler dans les dépenses liées au pass culture, qui s'adresse aux 15-18 ans et qui, selon la Cour des comptes, coûte très cher. Alors, la Cour des comptes a fait un rapport qui cible les début du pass culture, les prémices, la préfiguration. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est un investissement pour le ministère de la Culture de 200 millions d'euros, mais qui touche 3,2 millions de jeunes et qui facilite l'accès à la culture pour 3 millions de jeunes. On n'y touche pas. Je n'y toucherai pas. Parce que pour moi, le pass culture, c'est vraiment un outil d'accès, d'émancipation, d'épanouissement des jeunes. Mais le problème, dit la Cour des comptes, c'est qu'en fait, quand il est lancé au début, c'est on va trouver des partenariats privés. Or là, tout est à la charge de l'État. Il n'y a pas un problème? Vous n'arrivez pas à trouver des partenaires privés? Il y a des partenaires privés qui offrent des propositions culturelles qui ne sont pas payées par l'État et qui, du coup, s'ajoutent à la proposition artistique qui est faite aux jeunes. Donc, il y a des partenaires privés, mais il y a des partenaires qu'on n'a pas voulu non plus prendre parce que, par exemple, quand certaines banques demandaient d'avoir accès aux données des jeunes, on a dit non, parce qu'on veut aussi préserver les données de jeunes. Donc, il y a un travail qui sera fait à l'avenir pour développer plus le mécénat. Mais aujourd'hui, moi, c'est une dépense publique dont je suis fière. 200 millions pour que les jeunes aient accès à la culture à l'échelle du budget de l'État, honnêtement, ce n'est pas une dépense si élevée. Et ces jeunes vont peut-être pour la première fois dans une librairie, parce qu'on ne peut pas commander sur Amazon avec le pass culture, on doit aller dans une librairie. Et comme vous connaissez mon attachement à la lecture, pour moi c'est très important. C'est la première dépense des jeunes, c'est d'acheter des livres, et pas que des mangas, contrairement à ce que j'entends. 300 000 livres différents ont été achetés sur le pass culture. C'est d'aller au cinéma. 4,5 millions de places ont été prises par les jeunes sur le pass culture l'année dernière. C'est d'aller au théâtre, c'est d'acheter des instruments de musique, c'est de grandir avec la culture, parce qu'on grandit heureux avec la culture. Rima Abdul-Malak, vous êtes sur France Info, et est-ce que vous pouvez nous dire ce matin quel budget vous avez prévu d'accorder à l'audiovisuel public pour les 5 prochaines années? Alors, c'est encore en discussion là aussi, puisque verdict à la fin du mois de septembre. Mais effectivement, j'ai proposé et obtenu qu'on puisse avoir un contrat d'objectifs et de moyens, une trajectoire sur 5 ans au lieu de 3 précédemment, pour donner plus de visibilité à l'ensemble des chaînes de Radio France, de France Télévisions, à l'INA, à France Média Monde et à Arte. On rappelle que c'est une part de la TVA qui est fléchée maintenant depuis un an, depuis qu'on a supprimé la redevance. Depuis la fin de la redevance, le modèle qui a été adopté par le Parlement, c'est une fraction de la TVA qui est déjà collectée, qui est fléchée vers l'audiovisuel public. Mais alors, c'est pas pérenne. Juste sur le montant du budget accordé à l'audiovisuel public, aujourd'hui, c'est 3,8 milliards d'euros. Par an, est-ce qu'on va les atteindre encore cette année? Est-ce que ça va être pérennisé, ce montant, au moins? Là, on est encore en discussion. Moi, ce que je veux dire, en tout cas, c'est que je vois à quel point les Français sont attachés aux chaînes de l'audiovisuel public. On voit le niveau des audiences, on voit l'attachement de tous les Français à ces médias. Et je sais le rôle qu'ils jouent en termes de pluralisme de l'information, de qualité de l'information, vers les jeunes aussi, en termes d'éducation, la place du sport féminin aussi sur les chaînes de l'audiovisuel public. Vous voulez donner à l'audiovisuel public les moyens de travailler correctement, mais est-ce que ce sera à ce niveau-là, au niveau Là, actuel? ces derniers mois, on a travaillé sur les grandes missions, les objectifs stratégiques pour les prochaines années. On y a travaillé avec les parlementaires, on y a travaillé avec toutes les entreprises, on y a travaillé avec tous les ministres concernés. Et aujourd'hui, on est dans la dernière phase de négociation du budget. Il y avait un projet de fusion Radio France, France Télévisions, ça en est où? C'est abandonné? Il y a une proposition de loi du Sénat pour imaginer soit une fusion, soit une holding pour regrouper les forces de France Télévisions et Radio France. Sur le principe, j'entends l'enjeu qu'il y a derrière parce que je pense que les chaînes de l'audiovisuel public seront plus fortes en se rapprochant, mais tout ne passe pas par des rapprochements et surtout ces rapprochements peuvent se faire sans un grand big bang organisationnel et une usine à gaz qui créerait une superstructure qui s'appellerait une holding et qui complexifierait la hiérarchie, les prises de décision. Rima Abdul-Malak, vous devez lancer prochainement les États généraux de l'information. C'était une promesse du candidat Macron. C'est pour quand ? C'est d'ici la fin du mois et ce sont des états généraux qui vont être lancés, pilotés par un comité de pilotage indépendant avec 5 personnalités que Christophe Deloire dirigera en tant que secrétaire général de Reporters sans frontières, en tant que délégué général des états généraux à l'information. Moi, ce que j'en attends, c'est aussi un débat citoyen, pas qu'un débat d'experts, que chacun, chacune se saisisse de cette question, de comment on s'informe aujourd'hui,
c'est un droit, c'est un bien commun. C'est quoi l'objectif? Ça va servir à quoi d'organiser ces états généraux de l'information? C'est quoi? Mettre un cadre pour le métier de journaliste? Ça peut aboutir à des évolutions législatives. J'espère qu'on aura des propositions pour renforcer l'indépendance de l'information, notamment. Ça peut aboutir à des propositions pour lutter contre les ingérences étrangères. On voit de plus en plus une guerre de l'information qui se joue partout dans le monde, notamment avec la propagande russe, mais pas uniquement. Ça peut aboutir à des expérimentations qui pourraient après améliorer notre politique d'éducation à l'information à l'école. Il y a énormément de sujets sur lesquels ce comité de pilotage va se pencher en toute indépendance. Et vous voyez justement le risque qu'on dise les pouvoirs publics veulent reprendre le contrôle de l'information? Non, justement, le but n'est pas du tout de contrôler. Moi, je suis extrêmement attachée à l'indépendance de l'information et des journalistes. Le but est de faire face à tous les défis d'aujourd'hui. Les défis numériques, les défis des ingérences étrangères, les défis des fake news, de la désinformation. Et on a besoin à la fois d'un débat entre experts et un débat des citoyens plus largement pour se saisir de cet enjeu de la préservation d'une information fiable, libre, indépendante, qui est un fondamental pour notre démocratie. Rima Abdulmalak, est-ce que vous lisez chaque semaine le nouveau journal du dimanche dirigé par le journaliste d'extrême droite Geoffroy Lejeune? Écoutez, je viens de parler de l'indépendance de l'information et il y a un autre principe fondamental dans notre démocratie, c'est le pluralisme de la presse. Donc un journal peut changer d'actionnaire, c'est légal. Un journal peut être un journal d'opinion, ça existe en France, ça a toujours existé, c'est ça aussi le pluralisme de la presse. Et ça peut marcher. Et dans le cas du JDD, c'est un cas assez spécifique où c'est ce qu'on a pu voir. Là, c'est un effacement d'une histoire de 75 ans portée par des journalistes qui ont défendu l'impartialité, un ADN d'impartialité. Et aujourd'hui, on a eu 40 jours de grève, des journalistes en majorité qui sont partis, donc c'est plus le même JDD que ces 75 années d'histoire. Et une direction qui est arrivée et qui, par exemple, a refusé d'écrire dans la charte de déontologie des choses assez simples qui sont pourtant conformes à la loi, comme l'engagement de ne pas publier de propos haineux, racistes, homophobes. C'est juste la loi. Pourquoi ne pas l'écrire? C'est dans la charte déontologique d'énormément de médias. Mais du coup, c'est pour ça que vous ne leur parlez pas au JDD ? Contrairement à votre collègue Sabrina Agresti-Roubache, ministre de la Ville. Chacun est libre de ses choix. Quand on est ministre ou député, on a 1000 manières de pouvoir s'exprimer. Je respecte les choix de chacun. Mais on se pose la question, de pourquoi il y a une telle différence au sein même du gouvernement. On se rappelle qu'Emmanuel Macron lui-même a parlé plusieurs fois à Valeurs Actuelles, comme plusieurs des ministres. Là, pourquoi votre attitude change avec le JDD ? Non, moi là, j'alerte sur un sujet qui pour moi éthique et déontologique et avec les états généraux de l'information, on entre dans une phase où on va discuter de comment on préserve l'indépendance de l'information par rapport aux intérêts de certains actionnaires, par rapport aux ingérences étrangères, etc. Après, chacun, encore une fois, est libre de ses choix et je redis mon attachement au pluralisme de la presse d'opinion a le droit d'exister dans ce pays et si on souhaite s'exprimer dans ces journaux-là pour toucher un maximum de monde, je ne vais pas m'y opposer. Et comme ministre de la Culture, est-ce que vous parlez, est-ce que vous avez des relations avec le groupe Bolloré? Est-ce que vous leur parlez? Mais j'ai eu des échanges évidemment avec notamment Canal+. Vu que c'est un partenaire clé pour le financement du cinéma en France, ils jouent un rôle absolument crucial dans le financement du cinéma. Donc oui, avec Vivendi, évidemment. Mais depuis plusieurs mois, les relations sont tendues entre vous et le groupe Bolloré, justement. Non, mais c'est pas personnel. Est-ce que vous avez appelé Vincent Bolloré en lui faisant part de vos inquiétudes? Non, je n'ai pas appelé Vincent Bolloré. Pour CNews et le JDD? Mais c'est pas personnel, c'est pas un enjeu personnel, c'est un enjeu pour la France, pour l'avenir de notre démocratie, de comment on préserve l'indépendance de la presse, l'indépendance des journalistes, de la qualité de l'information que produisent les journalistes en toute impartialité à l'avenir. Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture, vous restez avec nous, on revient dans une minute. On va parler du cinéma et notamment de ce qui se passe en ce moment à la Mostra de Venise. Ce sera juste après le fil info à 8h51. Maureen Svignard. 1 à 2 minutes pour changer des couches, des repas qui manquent et un encadrement insuffisant. Un livre qui sort vendredi dénonce le traitement des tout-petits dans certaines crèches privées. Sur France Info, la présidente du comité filière Petite Enfance invite les structures à dire stop à la tentation d'augmenter les cadences pour réduire les coûts. Avec les JO de Paris 2024, l'été prochain, certains festivals ont accepté de modifier leur date. On a engagé une concertation avec une vingtaine d'entre eux, indique sur France Info la ministre de la Culture. Ils ont accepté
pour pouvoir être pleinement sécurisé et ne pas tomber en même temps que les temps forts des Jeux, précise Rima Abdul-Malak. Un mort dans une attaque de drone en Ukraine, dans le sud du pays, dans la région d'Odessa. Ces dernières heures, c'est aussi la Roumanie qui s'est inquiétée, pays limitrophe de l'Ukraine. Des drones explosifs russes sont tombés à 800 mètres de la frontière. La Tchèque Caroline Mukova rejoint l'Américaine Coco Gauff en demi-finale de l'US Open. C'est du tennis. Du côté des hommes, le Serbe Novak Djokovic se qualifie en éliminant l'Américain Taylor Fritz. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et nous sommes toujours avec Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture. Le réalisateur Woody Allen, accusé d'agression sexuelle par sa fille adoptive, était présent ce week-end à la Mostra de Venise pour présenter son dernier film d'ailleurs tourné en français, Coup de chance. Est-ce que vous y voyez un symbole de l'impunité de certains artistes? On avait déjà eu du débat au moment de Cannes avec la présence de Johnny Depp. Non, Venise est un grand festival qui accueille tous les cinémas du monde, mais c'est vrai que MeToo est partie du monde du cinéma, qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que je peux faire en tant que ministre de la Culture pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, les harcèlements, dans le monde du cinéma comme dans tous les champs de la culture. Et on l'a pris à bras-le-corps, ce sujet. On a mis en place des formations, on a mis en place des référents sur les violences. On a développé aussi la parité dans les équipes de tournage. Donc cet enjeu-là de la place des femmes et de l'égalité est très important et ne doit pas du tout être pris à la légère. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de présenter certains films. Woody Allen qui en a profité pour donner son avis sur l'acte du patron de la Fédération espagnole de football qui avait embrassé publiquement sur la bouche une joueuse de foot. Embrasser cette footballeuse, c'était une erreur, mais il ne l'a pas violée, c'était juste un baiser, c'était une amie. Quel mal y a-t-il à ça? Non, ce n'est pas juste un baiser, ça s'appelle une agression sexuelle. Il suffit d'ouvrir un code pénal, ça s'appelle une agression sexuelle et c'est puni par la loi. Donc on ne minimise pas ce type d'acte sous la contrainte. C'est un baiser forcé sous la contrainte, c'est une agression sexuelle. Un point, c'est tout. Plusieurs cinémas, Rima Abdul-Malak, à Paris, sont infestés par des punaises de lit. Si on vous en parle, c'est parce que le phénomène prend de l'ampleur. Ça pourrait paraître anecdotique, mais ça peut aussi rebuter un certain nombre de clients de ces cinémas. Vous pensez devoir vous engager sur ce sujet au ministère de la Culture ? Je m'y engage en appelant tous les exploitants, les salles de cinéma concernées. Il y a très peu de cas concernés, je veux juste rassurer là-dessus. Il y a 6 cinémas parisiens là. Voilà, mais c'est très peu de cas. Et ce sont des salles qui ont immédiatement réagi, qui ont mis en place tous les protocoles nécessaires, les traitements, vapeur à 180 degrés, les chiens spécialisés dans la détection des punaises de lit et sont en train de traiter le sujet. Donc, allons au cinéma parce qu'il y a énormément de beaux films à voir et que c'est magique. J'ai un autre sujet qui concerne le cinéma, la grève à Hollywood, qui est absolument historique parce que ça fait maintenant des mois que ça dure. Acteurs, scénaristes s'inquiètent pour l'avenir de leur métier à cause de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils ont raison, selon vous, de s'inquiéter ? Oui, il y a des sujets d'inquiétude parce qu'on se demande comment les métiers vont évoluer, est-ce que certains métiers pourront encore exister. Donc forcément, il y a des inquiétudes que j'entends. Mais je pense que l'intelligence artificielle peut aussi être une chance pour développer l'accès à la culture, pour débusquer des fausses informations, pour assister les scénaristes. Donc on a un gros enjeu devant nous, je pense, de formation. Et c'est pour ça que nous, j'ai annoncé à Cannes un grand plan de formation qui s'appelle la Grande Fabrique de l'Image, où on soutient une vingtaine d'organismes de formation à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros pour améliorer notre formation à toutes les nouvelles technologies, à la création numérique et utiliser l'intelligence artificielle dans le bon sens. Il y a le bon côté de l'intelligence artificielle, utilisons-le et luttons contre le mauvais côté. Ça, c'est un enjeu de régulation au niveau européen dont on discute avec tous mes collègues ministres de la Culture en Europe parce que ce n'est pas une régulation qu'on peut faire tout seul en France. Parce que le mauvais côté, c'est aussi la question des droits d'auteur. Comment, par exemple, garantir que les contenus produits par des humains ne vont pas être noyés par des contenus produits par de l'intelligence artificielle? C'est sûr que l'intelligence artificielle utilise des données mal accès avec au départ aussi des artistes, des compositeurs, des auteurs. Donc il y a un enjeu de répartition de cette valeur, de répartition des droits d'auteur. La France a toujours été pionnière dans la défense des droits d'auteur depuis Beaumarchais. On l'a porté sous forme de différentes directives au niveau européen et on sera en force de proposition en Europe pour porter aussi des propositions en la matière. Quand vous dites on sera, oui, c'est quand ? C'est là, on a dès octobre de premières discussions en franco-allemand, puis des réunions avec les ministres de la Culture européens. Et moi, c'est un sujet que je vais porter, défendre avec beaucoup de conviction. L'objectif, c'est quoi? C'est d'éviter le plagiat à très grande échelle?
c'est déjà d'être transparent, de savoir quand l'IA est utilisée. Ça veut dire que par exemple, il faut un label pour dire attention, ça a été fabriqué par de l'intelligence artificielle. Comment on reconnaît qu'une image, une musique, une œuvre, une information a utilisé de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on le sache, il faut que le public soit au courant. Et puis derrière, il faut voir comment on répartit la valeur. Parce que c'est un travail de décennies avant, d'artistes, d'auteurs, de chercheurs, d'historiens, etc. Comment cette valeur est répartie. Pour vous, un livre écrit avec l'intelligence artificielle, c'est de la culture ? Ça dépend, la part humaine et la part machine. Si c'est un auteur qui a utilisé un peu d'intelligence artificielle pour des recherches, mais que c'est lui qui signe le livre, c'est un roman ou un essai, bien sûr. Si c'est un texte entièrement écrit par intelligence artificielle, est-ce de la littérature ? Oui. Tout ça est un peu vertigineux. Merci beaucoup, Rima Abdul Malak, d'avoir été avec nous, ministre de la Culture, invité du 8h30 France Info. Salia Braclia, le programme des informés. Dans un instant où il est en pleine vague de chaleur, Emmanuel Macron promet de débloquer 500 millions d'euros l'année prochaine pour financer la rénovation de 50 000 écoles d'ici 10 ans. Est-ce suffisant pour rattraper notre retard dans la rénovation thermique des bâtiments ? Et puis le prix des carburants à la pompe, toujours au plus haut. Le gouvernement refuse une nouvelle ristourne. Mais peut-il rester les bras croisés ? On en parle dans un instant avec Renaud Dely et ses informés. A tout de suite sur France Info.